Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mise en lumière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Idriss, thérapeute holistique. Bonjour Idriss. Bonjour Elodie. Alors Idriss, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet particulier qui est la difficulté de poser ses limites, Ouais. puisque c'est aussi ton activité. On entend souvent des personnes dire qu'elles ont du mal à dire non, et j'avoue que moi-même, je me sens aussi concernée. Euh, ou alors ces personnes peuvent peut-être avoir tendance à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Alors ma question, c'est selon toi, pourquoi est-ce que parfois c'est si difficile de réussir à poser des limites et de prendre pleinement sa place quelque part? Alors, moi, c'est des sujets que je vois régulièrement dans mes accompagnements, effectivement. Réussir à prendre sa place, réussir à s'écouter, écouter ses besoins, réussir à dire oui, réussir à dire non, surtout, réussir à dire oui à soi. Et ça vient de mécanismes de protection qui se mettent en place dans l'enfance. C'est-à-dire que quand on est enfant, on n'est pas encore un enfant humain. Quand il naît, il n'est pas encore complètement mûr, notamment émotionnellement, mature émotionnellement. Il a besoin d'être accompagné pour grandir, apprendre à poser, à reconnaître ses émotions, à les exprimer, etc. Et du coup, il a besoin d'être aimé, d'être reconnu. Et quand je suis enfant, que j'ai besoin d'être aimé, d'être reconnu, si des fois je pose mes besoins qui vont à l'encontre des demandes, des besoins des adultes qui m'entourent, qui sont autour de moi, et qui me le font comprendre et que du coup j'ai l'impression de ne pas être aimé à cause de ça, et bien du coup je vais apprendre que, ah, ok, il faut que j'écoute les besoins des autres avant d'écouter mes besoins pour être aimé. Et du coup, et bien pour être aimé, je vais dire oui à ce qu'on me demande, même si c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, même si c'est pas agréable. Alors au début, c'est des petites choses, et puis suivant les expériences qui vont être à l'origine de ce mécanisme de protection, eh ben, ça peut être ça peut aller très loin dans les traumas et les expériences vécues. Et ensuite, on peut. Alors, des fois, c'est juste bon, j'ai pas très envie, je le fais quand même, c'est pas grave. Mais ça peut aller même jusqu'à des espaces où ça, c'est quelque chose qui va me faire du mal et je le fais quand même parce que ce qui est important pour moi, c'est de faire plaisir à l'autre, de répondre à son besoin, parce que c'est comme ça que je vais être reconnu, accueilli, aimé. Et donc, c'est pas grave si moi, je ne me reconnais pas, parce que j'attends le regard de l'autre. Et ça, c'est normal. Quand on est enfant, on n'est pas encore suffisamment mature pour se soutenir soi-même dans ce besoin d'amour. À quel moment, du coup, on prend vraiment conscience qu'on n'est plus tellement aux commandes de sa propre vie, mais qu'on cherche à faire plaisir aux autres? Je ne sais pas si on s'en rend réellement compte qu'on n'est pas aux commandes de notre propre vie. Par contre, on peut ressentir de l'inconfort. C'est beaucoup de symptômes dans la vie. Ça peut passer par du corporel, ça peut passer par du physique. Ça va être peut-être une dépression, ça va être des douleurs dans le corps. Euh, des fois, ça peut revenir plus tard quand on a vraiment des gros traumas suite à des violences physiques, des violences psychologiques aussi, et qu'on fait qu'on oublie un peu les événements qu'on a vécus avec des chocs post-traumatiques, et ben, ça peut revenir plus tard dans notre vie. On peut dire, mais d'où est-ce que ça vient? J'ai oublié ces espaces-là. Et donc, tous ces symptômes de mal-être où je me sens pas bien, où je me dis, ah là, je sens qu'il y a un truc qui est pas juste pour moi, ou alors je souffre, je sais pas pourquoi je souffre et j'ai l'impression de subir ma vie, en fait, de plus être maître de ce que je vis et simplement d'être dans la réaction à ce que la vie me propose, à ce que les autres me proposent et de plus avoir cet élan, de plus savoir quoi faire dans ma vie non plus si j'ai pas quelqu'un pour me dire quoi faire. Donc, au final, ça a de grosses conséquences sur notre vie, sur notre bien-être et sur notre équilibre au quotidien. Bah oui, oui, complètement, parce que si je suis plus maître et que j'ai plus l'élan de ce que j'ai envie de vivre, au final, je suis dans un mode de survie et je peux même me laisser dépérir en fait en attendant que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Et du coup, le risque, c'est de tomber sur des personnes qui vont profiter de nous. Ça peut être des personnes narcissiques, des... Comment ça Est-ce que s'appelle? tu fais vraiment une différence entre la bienveillance qu'on peut avoir envers les autres naturellement et l'oubli de soi? Parce que peut-être que la frontière peut être assez fine au final à différencier. Est-ce que vraiment tu vois une différence? Est-ce que c'est palpable, hein?
Ouais, complètement. Pour moi, et ça vient de la communication non violente, et on parle beaucoup de communication empathique. Avant d'être en capacité de faire preuve d'empathie envers l'autre, j'ai besoin de faire preuve d'empathie envers moi-même. Et il n'y a que dans ce moment où je prends soin de moi, si moi je me sens bien, je suis aligné, je suis à l'écoute de mes besoins, à ce moment-là, je peux être à l'écoute des besoins des autres. Bon, là, je le caricature, hein, des fois, je suis pas très bien, mais là, je suis capable de me rendre disponible pour l'autre, voilà. Mais en tout cas, je conscientise, je prends conscience de, OK, comment est-ce que je me sens là? Est-ce que je suis en capacité de prendre soin de l'autre? Et donc, si je prends soin de moi, eh ben, je peux prendre soin de l'autre, et donc, je peux faire preuve de bien, si je fais preuve de bienveillance envers moi-même, je peux faire preuve de bienveillance envers l'autre. Par contre, poser mes limites, poser mes besoins, oui, et je peux le faire de façon bienveillante à l'autre. Et je suis pas obligé de lui dire non, laisse-moi tranquille. Je peux dire là, écoute, je suis pas disponible. Est-ce qu'on peut en reparler plus tard? Aussi, j'aime beaucoup moi les accords Toltec. Les accords Toltec sont pour moi, les quatre accords Toltec sont pour moi un guide de bienveillance. C'est-à-dire, je ne prends pas les choses personnellement. Quand quelqu'un d'autre me dit quelque chose, ok, je ne vais pas tout de suite rentrer au conflit et dire ah, je ne suis pas d'accord. Ok, ça lui appartient. En fait, je peux dire que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas obligé de lui rentrer dedans. Euh, Toujours faire de mon mieux, que ma parole soit impeccable. C'est-à-dire que je peux dire à quelqu'un que ce qu'il me propose de vivre ne me plaît pas, et en même temps, je suis pas obligé de lui dire que c'est de sa faute, qu'il fait exprès, etc., de lui rentrer dans le chou, de l'engueuler, etc. Je peux juste rester dans la bienveillance de je pose mes limites et je prends soin de moi. Alors, Idriss, tu es thérapeute holistique, du coup, tu Oui. accompagnes justement les personnes qui sont dans cette situation, qui se Mhm. sentent peut-être perdues, bloquées, qui ont un certain mal-être, et tu les aides justement à poser leurs limites. Donc, ça signifie qu'on peut sortir de ce schéma-là. Complètement. Le premier pas, c'est la prise de conscience. Moi, j'aime bien dire que à partir du moment où j'ai vu un schéma, un comportement qui ne me convient plus dans ma vie, je ne peux plus ne plus le voir. Et donc, 80% du chemin, c'est la prise de conscience. Les 20% restants, c'est pas les plus faciles. Et en même temps, si je choisis de me faire accompagner ou bien si je trouve les ressources par moi-même dans des bouquins, dans des webinaires, dans des stages, des formations, ou en accompagnement individuel, en fait, je peux me mettre en action et être soutenu dans ce processus-là. Donc, il est totalement possible d'en sortir complètement. Et pourquoi? Parce que les mécanismes qui se mettent en place de protection dans notre enfance, en fait, c'est ce qu'on appelle notre ego. Souvent, on dit oui, l'ego, c'est pas bon, etc. Moi, je pense que l'ego, c'est mon meilleur ami. L'ego, c'est une part de moi qui est là pour me protéger. À une époque de ma vie, il se met en place de façon inconsciente. Il va mettre en place des schémas neuronaux automatiques pour me protéger dans une situation où j'ai souffert, dans une situation où je ne me suis pas fait aimer. Et donc après, je vais reproduire ces schémas sans même y penser. Par contre, leurs conséquences, quand j'ai grandi, sont plus bénéfiques pour moi. Ils sont néfastes, ils sont désagréables. Ils me proposent une vie dont je ne veux plus. Et donc, ce qui est chouette, c'est que cet ego, je peux discuter avec lui, dire, OK, ce schéma, je reconnais, merci de l'avoir mis en place. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose de différent aujourd'hui ensemble? Est-ce qu'on peut, maintenant je suis adulte, j'ai les compétences, la capacité de prendre du recul, de ne pas prendre les choses personnellement, voilà, de transformer. Donc, est-ce qu'on peut essayer quelque chose ensemble? Autre chose ensemble. Et c'est pas facile. Ça demande de s'autoriser à sortir de sa zone de confort quand on en a envie, faut surtout jamais forcer. Euh, Ça demande d'essayer, ça demande d'accepter de faire des erreurs. Et en même temps, les erreurs, ce sont des apprentissages qui me permettent de grandir. Et ça, et ben, du coup, ça veut dire que je peux le transformer et mettre en place des nouvelles façons d'être avec mon ego. Donc oui, c'est possible de changer. Génial. Est-ce que tu peux nous parler juste un tout petit peu du coup de ton accompagnement? Ouais. Alors moi je suis thérapeute holistique et je travaille avec différents outils. Mon parcours m'a amené à explorer pas mal de postures, d'outils différents. Et aujourd'hui je vais allier autant des outils thérapeutiques issus de la thérapie, comme l'Internet Family System, la communication non violente, l'énéagramme, que des outils issus plutôt du coaching avec de la PNL, la mise en place d'objectifs aussi.
J'utilise aussi ce que j'appelle des outils psychomagiques, aller chercher pour travailler avec l'inconscient et chanter le mental qui, des fois, vient nous trouver des raisons et expliquer les choses et qui, du coup, nous empêche vraiment d'aller chercher ce qui est juste pour nous. Donc, ça va être les cartes, pas comme un moyen de prédire l'avenir, mais comme un moyen de savoir, OK, qu'est-ce qui se vit pour moi en ce moment? Les états de conscience modifiés comme l'hypnose qui vont permettre aussi de faire de la mise en situation, d'aller rejouer certaines situations pour les débloquer, pour aller toucher aussi avec des prises de conscience internes et plus profondes, et aussi avec le corporel et le massage quand les personnes ne sont pas trop loin de là où je pratique, puisque je propose des accompagnements soit en ligne, soit en présentiel. On peut aussi travailler avec le massage comme vraiment un moyen d'aller travailler dans le corps, de débloquer des informations, des schémas qui sont inconscients, mais aussi d'accompagner la transformation, la prise de conscience lors de l'accompagnement. Moi, ma spécificité, c'est que je propose des accompagnements avec un certain nombre de séances. C'est 6 séances et on se pose des objectifs. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, au bout de ces 6 séances, tu auras rempli tes objectifs, tes schémas dont tu ne veux plus, tu ne les auras plus. Et c'est vraiment identifier, OK, quelle est la situation aujourd'hui dans laquelle je suis qui ne me convient plus? D'où est-ce qu'elle vient? Prendre conscience du passé, comment est-ce qu'elle a influencé mon présent, et ensuite, c'est quoi la situation future souhaitable que j'ai envie de vivre dans ma vie? Et du coup, comment je transforme le plomb du passé en or de l'avenir? C'est très joliment dit. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené vers cette voie, vers l'accompagnement thérapeutique? Ouais, avec plaisir. Moi, j'ai fait un parcours professionnel de 6 ans après le bac. Et au moment de rentrer dans ma vie professionnelle, j'ai fait une dépression. Alors, c'était lié à des problématiques professionnelles. Je ne me retrouvais pas dans le milieu professionnel dans lequel je m'étais engagé. Et en même temps, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. À 24 ans, j'ai fait cette dépression. Et ma grosse prise de conscience, ça fait 20 ans que je porte des masques. Ça fait 20 ans que je prends des rôles pour faire plaisir aux gens autour de moi. Et cette première prise de conscience, ça a été vraiment une libération et en même temps, ça a mis en place un grand vide en moi parce que je ne savais plus qui j'étais. Et donc, j'ai pu faire un parcours de développement personnel. J'ai commencé par une thérapie, je suis allé voir des coachs, j'ai fait beaucoup de stages de développement personnel. Je me suis formé à la communication non violente avec Thomas Dansbourg. Ça a été vraiment le premier grande prise de conscience, ouverture de cocotte minutes qui explosent et qui font du bien. Et ensuite, mon chemin m'a amené à explorer d'autres outils dont j'ai pu parler juste avant, jusqu'à aller dans le corps avec notamment l'exploration du tantra et du massage tantrique. Et au milieu de tout ça, il y a eu le jeu du Tao. Le jeu du Tao qui est le jeu pour devenir le héros, l'héroïne de sa propre légende. Je m'y suis formé, je suis devenu formateur. Et à travers le jeu du Tao, j'ai commencé à accompagner des groupes de personnes à travers ce jeu-là, à avancer sur leurs problématiques personnelles. Moi, entre-temps, j'étais déjà allé plutôt dans l'accompagnement de l'intelligence collective, la gouvernance partagée, donc de collectifs à œuvrer ensemble, collectifs qui nous permettent, dans lesquels on se sent bien. Et dans ce processus-là, je me suis rendu compte que, certes, et en même temps, il y avait besoin d'accompagner les individus. Et à un moment, grâce au jeu du Tao, ça m'a permis d'aller plus loin, d'aller aussi dans l'accompagnement individuel. Et à un moment, ben, je me suis dit, bon, en fait, je crois que ce qui me plaît vraiment, c'est d'accompagner les individus. J'ai envie de transmettre mon chemin personnel, de partager les outils qui m'ont permis d'avancer. Et surtout, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que j'ai porté des masques? Quand j'étais enfant, moi, j'étais très curieux. Et je posais souvent cette question, pourquoi? Et j'essayais de comprendre. Et malheureusement, pour les personnes avec qui j'interagissais, cette curiosité, cette besoin de comprendre, les mettait souvent face à leur incohérence. Et du coup, bah, ce qui me renvoyait, c'est que ça leur plaisait pas, ce que je leur disais. Donc, j'ai commencé à porter des masques parce que j'avais envie qu'ils m'aiment et que ce que je leur propose, ça leur fasse plaisir. Et donc, je me suis rendu compte qu'un de mes super pouvoirs, c'était de poser des questions pertinentes qui permettaient aux gens de prendre conscience de leurs incohérences. Et j'avais cette intuition qui me permettait d'aller toucher du doigt à quel endroit est-ce que ça bloque, à quel endroit est-ce que ça grince, à quel endroit est-ce que c'est juste d'aller travailler dessus. Et donc, c'est ça que je propose dans mes accompagnements, c'est la puissance de la question
d'aller voir là où ça grince et en même temps tous les outils autour que j'ai pu explorer, m'approprier pour pouvoir transformer ça. Avec cette idée de, OK, c'est bien de prendre conscience, mais qu'est-ce que je mets en œuvre maintenant dans ma vie pour transformer ça? Et même si ce que j'ai essayé, ça m'a mis dans l'inconfort, j'ai pas réussi, et ben c'est génial parce que c'est une source d'apprentissage. C'est Mandela qui disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est vrai, c'est très, très vrai. J'aurais une dernière question pour toi avant de Oui. clôturer cette belle mise en lumière. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui regardent ta vidéo et qui peut-être se sentent concernées, qui sont peut-être dans cette situation, comme toi tu l'as pu l'être ou comme tes clients le sont? Hmm. Eh ben, je vais revenir sur un mot que tu as utilisé, c'est la bienveillance. C'est de faire preuve de bienveillance avec soi-même pour commencer. Quand je prends conscience que ben là, je ne me suis pas respecté, que là, j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non, eh bien déjà, c'est me dire génial, je m'en suis rendu compte. Parce que s'apporter de la bienveillance, de la fierté, de l'amour, c'est le premier pas pour reprendre confiance et du coup, s'autoriser la prochaine fois à dire bah, non, je vais dire non. Et peut-être qu'au début, je vais prendre conscience 3 mois avant que ah, dans cette situation, je me suis oublié. Après, ça va être 3 semaines avant. Après, ça va être 3 jours avant. Après, ça va être 3 heures avant. Après, ça va être 3 minutes. Et puis après, je vais le faire naturellement. Je vais réussir à poser mes limites. Mais seulement si je me félicite à chaque fois, si je prends conscience et que je m'apporte de l'amour, bien que d'en avoir pris conscience. Et des fois, même quand j'aurais réussi à transformer ça et à plus mettre en place ce fonctionnement qui ne me convient pas, eh ben, je me foirerai encore. Ce sera la vie qui sera là pour me dire, hey, t'es sûr que tu as bien compris? Et je pourrais dire, oui, oui, j'ai bien compris, et je le refais. Et parce que commencer par s'apporter de l'amour, eh ben, c'est le meilleur moyen de pouvoir réussir. Et c'est pour ça que moi, mon, comment dire, ma proposition, mon système d'accompagnement de professionnel aujourd'hui en tant que thérapeute, c'est la voie de l'amour parce que c'est un chemin d'amour envers soi-même qui me permet de donner de l'amour aux autres et de leur dire non en toute bienveillance et de me dire oui avec amour et bienveillance envers moi-même. Merci beaucoup, Idriss, pour cet échange. Avec plaisir, merci à toi, Elodie.